Nous sommes en Californie, dans le parc national de la Vallée de la Mort, et c'est ici que le 31 juillet 2019, il y a eu un accident d'un F-18E Super Hornet monoplace avec le lieutenant-commandeur Walker à bord, qui est décédé en prenant la falaise juste derrière nous, du côté de Rainbow Canyon, également connu pour cette partie-là sous le nom de Star Wars Canyon. Cet endroit est unique d'un point de vue aéronautique parce que c'est là que la plupart des pilotes de chasse de la Navy, de l'Air Force viennent s'entraîner pour faire de la très basse altitude dans un cadre absolument unique et incroyable. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'un pilote très expérimenté, testeur et instructeur pour le vol basse altitude, a pu mourir à cause d'un tout petit relâchement d'attention, à cause d'une erreur de jugement. Et ça nous rappelle à tous que dans l'aviation, de manière générale, la moindre petite seconde d'inattention peut être fatale. Jingle. Mais juste avant d'attaquer, je vais vous parler de MyHeritage. Ce mois-ci, nous venons de fêter les 80 ans du débarquement. Et il était touchant d'y voir plusieurs générations à côté les unes des autres, parfois tous en uniforme. C'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreux enfants de militaires décident de servir leur pays. Et aujourd'hui, MyHeritage veut vous aider à retrouver vos origines. Alors, pas celles d'il y a très longtemps, d'ailleurs je suis pas sûr qu'on soit très lié au signe. Pourquoi MyHeritage? Tout simplement parce qu'ils ont accès à une base de données, accrochez-vous bien, de 100 milliards de documents. Et depuis la dernière fois où j'ai travaillé avec MyHeritage et que j'ai construit mon arbre généalogique, eh bien, il y a d'autres nouveautés qui sont apparues. Ils vous les envoient sous Smart Match. Ça veut donc dire qu'il y a de nouvelles choses qui ont été détectées et il a trouvé votre nom ou celui de votre famille dans de nouveaux documents. Acte de décès, acte de mariage, acte de naissance ou même dans des journaux. Et j'ai eu la chance de tester le concept et de créer mon propre arbre généalogique avec ma belle famille. J'ai alors découvert que nous avons un ancêtre, Jean Beauville, qui a vécu dans le Massachusetts au début du XXe siècle. Et l'information a été trouvée grâce à un journal. Croyez-moi, c'est très sympa à faire et en plus c'est très facile. Ça vous permet d'augmenter vos connaissances de vous-même, de votre famille, de votre belle famille et c'est une démarche forcément qui doit vous intéresser si vous aimez ce qu'on fait sur cette chaîne. Le petit plus, c'est qu'on peut trouver des photos et leur donner vie grâce à l'IA de nos jours. Alors MyHeritage vous propose 2 semaines de test gratuit. C'est simple, il vous suffit juste d'aller sur le lien juste en dessous. Ça vous permet de découvrir le fonctionnement et de créer votre propre arbre. Vous pourrez également avoir des notifications et des mails pour vous aider à approfondir votre recherche. Alors honnêtement, vous n'avez rien à perdre. Je vous conseille de cliquer juste en dessous et de partir à la recherche de vos ancêtres. « 300 nœuds, 400 nœuds, 550 nœuds, on met la post-combustion, pleine puissance, PC, le nez vers le bas, on rentre dans Jedi Canyon et à ce moment-là, il faut partir en virage à gauche. Un virage qui n'est pas si serré que ça, qui passe très bien pour un F-18 qui peut sans aucun souci prendre plusieurs G. Mais voilà, notre pilote a déjà plus de 550 nœuds en accélération, accroché aux manches. Il va devoir prendre une décision, celle d'essayer de partir en virage à gauche ou d'essayer de ressortir du canyon. Il est probable qu'il tente de sortir du canyon. Il lui manquera une quinzaine de mètres et c'est cette décision qui l'amènera également à blesser 7 Français, 2 de plus de 60 ans, 5 jeunes entre 20 et 25 ans, certains projetés par l'onde de choc, la plupart brûlés par des morceaux incandescents de son F-18. L'US Navy se retrouve avec son 4e crash en l'espace de 3 ans dans le désert du Mojave. 2 pilotes sont décédés, 2 ont heureusement réussi à s'éjecter. Mais pour mieux comprendre les faits et en sortir des leçons applicables par tous, je vous propose que l'on prenne un peu de recul. Notre patrouille de 2 F-18 Super Hornet est décollée de la base de Lemoore. Lemoore, c'est la grosse Master Jet Base. Fabriquée en 1961, ce qui est tard pour les États-Unis, qui d'habitude ont la plupart de leurs bases qui ont été fabriquées pendant la Première ou Seconde Guerre mondiale. Cette Monster Base abrite 2 pistes de 4115 mètres de long. Vous êtes dans la Californie de l'arrière-pays. C'est plat, il y a de la place, c'est impressionnant et il y a beaucoup de monde. Quand on dit beaucoup de monde, accrochez-vous bien, il y a 4 groupes aéronavals.
Carrier Air Wing. Je vous rappelle qu'en France, nous en avons qu'un et il est petit. Vous avez le 2e, le 9e, le 11e et le 17e Carrier Air Wing. Le 2e appartient au Carl Vinson. Le 9e Carrier Air Wing appartient à l'Abraham Lincoln. Le 11e au Teddy Roosevelt et le 17e au Nimitz. Et à chaque fois, vous allez avoir, à l'époque, F-14, F-18 et maintenant Super Hornet, Growler, la version guerre électronique, et F-35. Il y a 3 grandes bases de l'aéronavale aux États-Unis, Lemoore pour la côte ouest, la Californie, Oceana en Virginie pour la côte est, et également dans le nord, plutôt pour les hélicos, Whidbey Island dans l'état du Washington, à ne pas confondre avec la ville de Washington qui est exactement à l'opposé du pays. En 1998, la base de Lemoore reçoit ses premiers Super Hornet, plus de 92 avions livrés, et c'est une addition de 1850 militaires et du coup 3000 membres des familles qui débarquent sur base. En 2016, la base avait beaucoup fait parler d'elle car 2 civils pénètrent à l'intérieur de la base à bord d'un Jeep Cherokee et vont percuter, accrochez-vous bien, un F-18 au parking. Suite à cet accident de la route, le F-18 se voit crédité de 2 victoires routières car malheureusement pour les fugitifs, il décède quelques minutes après cet impact. Le tout filmé par la California Highway Patrol et ses hélicoptères. Cela suscitera une grande émotion dans le pays, car comment est-ce que 2 fugitifs arrivent à rentrer dans une base militaire aussi importante? En 2017, les premiers F-35 arrivent, et vous avez forcément vu Lemoore dans le dernier Top Gun Maverick. C'est sur cette base que le VFA 151 et les Vigilantes sont basés. Ils appartiennent actuellement au Carrier Wing 9. Leur call sign à la radio, leur indicatif radio, c'est Ugly, moche. Et ils existent depuis le milieu des années 40. Ils ont volé sur Hellcat, sur Corsair, sur Panther, sur Banshee, sur Skyray, sur Demon, sur Phantom, sur Hornet, parmi les premiers arrivés sur Hornet, et enfin sur Super Hornet. Ils participent à l'opération Desert Storm. Ils tirent d'ailleurs 817 000 livres de bombes, ça fait un paquet de kilos de bombes, et ont la chance de voler sur le Super Hornet. Alors le Super Hornet, dérivé du Hornet, c'est un nouvel avion. Il a fait son premier vol le 29 novembre 1995, vraiment opérationnel au combat à partir de 2001, plus de 632 exemplaires construits, fin de production prévue pour 2025, c'est un type d'aéronef qui sera arrêté, remplacé par le F-35, et lui-même remplacer le F-14 comme défenseur de la flotte pour l'US Navy et le F-111 dans la Royal Australian Air Force. Cet aéronef est, pour faire simple, 20% plus gros que le Hornet. Il pèse 3,2 tonnes de plus à vide, mais a cet avantage de pouvoir revenir plus lourd sur le porte-avions, donc avec plus de pétrole, mais également plus de munitions si pendant votre vol, vous n'avez pas eu à tirer vos munitions. Ça évite d'avoir à les larguer en mer. En termes de masse, on est quand même sur 6,8 tonnes plus lourd au décollage que un Hornet classique, ce qui nous donne 14 tonnes 5 à vide. Un Rafale, pour mémoire, c'est 10 tonnes, et 29 tonnes 9 au maximum au décollage. Un Rafale sur porte-avions, c'était aux alentours des 21 tonnes, à terre aux alentours des 24 tonnes. Le Super Hornet a ses ailes qui ont été agrandies pour y rajouter du pétrole. On peut donc avoir 6 tonnes 6 à bord, bien plus qu'un Rafale, sans avoir à mettre de bidon. Mais vous avez quand même du F414 en termes de réacteur, avec une poussée maximum de 2 fois 9 tonnes 6, là où le Rafale, c'est 2 fois 7 tonnes 5. Si vous voulez facilement faire la différence entre un Hornet Legacy, comme on dit, et un Super Hornet, il faut regarder les entrées d'air et la forme au niveau de l'avant du fuselage. Les entrées d'air sont rectangulaires sur Super Hornet, elles ont une forme beaucoup plus arrondie sur le Legacy. En termes d'accident, le plus connu remonte à 2011 lors d'une démonstration aérienne. L'équipe de présentation a fait un tonneau barriqué avec trop de facteurs de charge. Les 2 pilotes sont malheureusement décédés. En 2019, l'accident dont nous allons parler. Mais plus récemment, en 2022, en juillet, en Méditerranée, il y a eu un grand coup de vent, si je puis dire, de mauvaise météo, et un Super Hornet est passé par-dessus bord. C'est quand même pas banal. Cet avion peut embarquer énormément de missiles, peut faire de l'omnirole, tout type de mission, et spécificité, il peut avoir un leurre tracté, au doux nom de ANALE. Allez-y, répétez-le 3 fois devant votre écran. Ça, c'est un leurre tracté, c'est ce qui vient faire de la séduction et va vous aider à survivre dans un environnement où il y a beaucoup de guerre électronique, en attirant les missiles, non pas sur votre cellule, mais sur ce leurre tracté et en augmentant vos capacités de brouillage. Perso, j'ai toujours trouvé le concept excellent et bizarrement, voire rarement, les Américains simulaient ou utilisaient ça en entraînement interallié. Mais revenons un petit peu sur notre vol. Décollage entre le leader
qui n'est pas current, qui n'est pas à jour pour le vol basse altitude, car il n'a pas passé 10 minutes en très basse altitude dans les 30 derniers jours, et son jeune équipier. Notre pilote est lieutenant, capitaine, c'était mon grade à l'époque où j'ai quitté la marine, 33 ans. Il est très expérimenté dans le vol basse altitude et se retrouve à faire ce vol dans le désert qui est quand même très réglementé, car aux États-Unis, pour faire du vol basse altitude, il y a des routes qui ont été réfléchies et qui sont connues en avance. Là où en France, à 500 pieds, voire même 250 pieds dans certaines zones, vous avez le droit de voler un petit peu comme vous le souhaitez au-dessus du territoire national. Notre patrouille d'Ugly va donc prendre la Jedi Transition qui va permettre de passer de l'ouest de la vallée de la mort à la vallée de la mort, un lieu très connu dans le parc de la vallée de la mort car de nombreux photographes viennent y observer les avions F-35, F-18 ou même les Fuga que vous connaissez, ce qui rend des photos absolument merveilleuses. Le leader passe en premier, son équipier est derrière, et en fait, ce qui va se passer, c'est que le leader, en décidant d'accélérer, de mettre le nez vers le bas, de quitter 4000 pieds pour aller au fond de la vallée, alors encore une fois qu'il est censé respecter 500 pieds par rapport au sol, 150 mètres et 500 pieds par rapport au côté, il va décider d'accélérer à fond pour aller se mettre en fond de vallée. Est-ce qu'il cherche à creuser l'écart avec le camarade derrière? Est-ce qu'il a lu le script de Top Gun Maverick et a envie d'essayer de voir ce que ça donne dans la vraie vie? Je ne le sais pas, mais il s'apprête à redécouvrir une règle de base de l'aviation, celle du rayon de virage. R égale V carré, la vitesse au carré, sur G, facteur de charge, multiplié par la tangente de l'inclinaison. Alors là, vous allez me dire, ça fait mal à la tête. Pourtant, ce qui est le plus important à comprendre dans cette vidéo. D'habitude, les avions de chasse vont évoluer entre 400 et 450 nœuds dans le relief. Ce jour-là, notre chef de patrouille déboule sur la PC à 550 nœuds et probablement en accélération rapide. Pour avoir eu la chance de voler à ces vitesses-là à basse altitude, les avions accélèrent énormément. Vous vous retrouvez presque à vous accrocher aux manches. Donc vous avez cette augmentation de la vitesse. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir avec la formule mathématique? La vitesse a un impact au carré sur votre rayon de virage. Explication. À 450 nœuds, vous faites 231 mètres par seconde. À 550 nœuds, vous parcourez 281 mètres par seconde, vous êtes au-delà des 1000 km/h. Imaginez, vous voulez faire un virage à 60 degrés d'inclinaison. À la vitesse de 450 nœuds, ça vous prend un rayon de 3,1 km. Maintenant, augmentez votre vitesse de 20%, passez de 230 mètres par seconde à 280 mètres par seconde, et là, ce n'est pas 20% de rayon de virage en plus, ce n'est pas 3,6 km, 3,7 km, c'est 4,6 km. J'augmente ma vitesse de 20%, j'augmente mon rayon de virage de 50%. Là où d'habitude tous mes repères d'entraînement sont faits pour un rayon de virage à 60 degrés d'inclinaison à 3,1 km de rayon, et bien là maintenant, ça passe à cause de ces seulement 180 km/h de plus à 4,6 km, et du coup ça passe plus. À partir de là, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que toute cette énergie supplémentaire qu'il n'a pas d'habitude a amené à un comportement différent de l'aéronef. Et j'ai même envie de rajouter, sur certains avions à commande de vol électrique, quand vous passez une certaine vitesse, il y a ce qu'on appelle l'écrêtage des commandes de vol. Votre avion ne réagit pas du tout de la même manière. Alors, je vais pas vous donner de chiffres pour le Rafale, je connais pas les chiffres sur F-18, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aux alentours de ces vitesses-là, vous pouvez vous retrouver avec un avion qui vous donne 5G, 6G, 7G, et à un moment, en autoprotection, il va vous donner beaucoup moins de facteurs de charge pour éviter que vous ne le tordiez, pour éviter que vous ne rameniez un avion déformé à la base. Problématique de ces protections, eh bien, ça peut vous amener dans le mur si vous n'avez plus l'autorité nécessaire. Il est donc du devoir du pilote de connaître ses automatismes, mais également les faiblesses de ces automatismes. Et c'est pour ça que vous avez vu autant de vidéos de Mirage 2000, d'Eurofighter, italiens, anglais, se faire peur en démonstration aérienne, car si vous attaquez votre figure dans le plan vertical avec trop de vitesse, eh bien vous n'avez plus de porte de sortie, surtout avec ces avions aux commandes de vol électrique qui ne vous laisseront pas dépasser un certain facteur de charge, là où des bons vieux Mirage 3, si vous en parlez avec certains pilotes, ont déjà pris du 12, 13, 14G à deux mains pour éviter un vol d'oiseau en Allemagne, par exemple, au petit matin. J'en dirai pas plus. Alors, qu'est-ce que cet événement aéronautique nous apprend comme leçon? Dans un premier temps, c'est un rappel sur l'importance de bien comprendre la formule du rayon de virage quand vous allez faire du vol en montagne. Alors vous allez me dire, avec mon DR400, c'est moins facteur. Oui, c'est pas faux. Mais si vous avez la chance
d'avoir un TBM 700, d'avoir un avion différent. Vous allez vous mettre dans le relief. Il faut savoir qu'il y a cet énorme impact sur votre rayon de virage et ça peut également être facteur dans plein d'autres situations aéronautiques. Le deuxième point, c'est cette notion de currency. Après 30 jours sans vol à basse altitude, vous devez recommencer par un vol à 500 pieds. Dans la marine, nous avons des règles très similaires pour ce qui est du vol de nuit. Si vous n'avez pas volé de nuit depuis plusieurs jours, il va falloir faire un vol d'acclimatation de nuit à haute altitude avant d'avoir le droit de descendre en basse altitude, ou l'appontage jour ou de nuit qui vous oblige à ponter avec une certaine régularité que je ne vous donnerai pas, mais qui est très régulière, faute de quoi vous êtes citrouillé et vous n'avez plus le droit d'apponter car il faut refaire un processus d'entraînement. Nous sommes donc dans des métiers où si vous arrêtez votre art pendant 3 semaines, 1 mois, il va falloir refaire un programme d'entraînement, même si vous avez 10 ans de métier. Et là, dans la plupart des industries, vous vous dites « Ouh là là, ça fait peur ». C'est le prix de l'excellence. Le troisième point, c'est celui de la progressivité. Quand vous êtes censé reprendre, commencez déjà par de la basse altitude, accoutumance à 500 pieds, la bonne vitesse et petit à petit on descend, on fait des vols en palier. Exactement comme un plongeur qui reprendrait et qui descendrait petit à petit. C'est un peu la même chose. Vous allez me dire, les plongeurs, ils remontent plutôt en palier, c'est pas faux, mais vous voyez cette idée de progressivité, ou alors en course à pied, quand on vous dit augmenter votre volume de 10% par semaine, c'est la même philosophie, on s'habitue à 500 pieds, après on descend à 300 pieds, après on peut descendre à 100 pieds, bref, vous avez compris le concept, progressivité, même si vous êtes un expert de votre domaine. Le quatrième point, c'est celui du show fever. C'est une zone connue, il y a des photographes, c'est excitant, il faut pas pour autant, eh bien que votre cerveau passe en mode animal, en mode bestial, et que vous soyez en mode youpi, je m'accroche aux manches et c'est parti. C'est des choses qu'on peut retrouver en meeting aérien. Il faut l'intellectualiser, le conscientiser et le combattre. L'autre point que vous pouvez utiliser dans l'aviation légère ou générale, c'est la minute to live rule, la minute à vivre. C'est quelque chose qu'on m'avait appris en formation dans l'US Navy. Vous êtes en vol, par exemple, à 1000 pieds, vous voulez descendre à 500 pieds, vous devez adapter votre vario, votre vitesse de descente verticale, de manière à toujours avoir 1 minute devant vous avant de percuter le sol. Ça veut dire quoi? Je suis à 300 mètres sol, je veux descendre à 150 mètres sol, je vais prendre maximum 1000 pieds vario au début. Et au fur et à mesure, je vais réduire mon variomètre, donc ma vitesse verticale. Au début, je vais pouvoir commencer à 300 pieds, à 300 mètres par minute. Et au fur et à mesure, je vais finir avec une vitesse verticale en descente de 150 mètres par minute. Pourquoi? Ça me laisse le temps de voir ce qui se passe. Si je suis à 300 mètres sol, je pousse comme un dahu pour descendre, il me reste peut-être 15 secondes à vivre, c'est pas l'idéal si quelque chose de non prévu arrive ou si mon attention est prise par un souci. Donc cette minute to live rule, on l'utilise en transit, on peut également l'utiliser d'un point de vue tactique. Vous êtes à 200 pieds, 60 mètres au-dessus de la mer, vous voulez descendre à 100 pieds, vous poussez pas comme un débile, vous y allez progressivement et quelques dizaines de secondes, une petite minute après, vous arrivez tranquillement à votre altitude et au fur et à mesure, vous faites évoluer. Le tout, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce qui se passe autour de vous, pas d'être à 550 nœuds en train de foncer vers le sol. Là, il n'y avait pas de minute to live, c'était 10 seconds to die. Le dernier point, vous le savez, c'est très facile quand on est assis dans un fauteuil avec sa casquette, avec les casques, à analyser pendant des heures à froid quelque chose qui au final a duré que quelques secondes dans une vie, dans une carrière. C'est beaucoup plus dur dans la vraie vie. On ne répétera jamais assez. 90% du succès de la mission est dans la préparation. Et pour ce qui est du plaisir de vol, on retourne sur les lieux du drame. Alors que j'étais sous-chef de patrouille sur Super Étendard, j'ai un commandant, qui est actuellement maintenant chez Air Canada, qui nous avait partagé sa réflexion autour du vol basse altitude. Ce commandant avait fait du F-18 en échange avec la Navy, et il nous disait « Le vol à basse altitude, c'est sympa après coup ». Pourquoi est-ce que c'est sympa après coup? Eh bien parce que pendant la partie de vol, tu es tellement concentré, tu es tellement en train d'essayer d'imaginer les pires scénarios en permanence, bien que tu ne prends pas tant de plaisir que ça, tu prends du plaisir en repensant à la chose extraordinaire que tu as faite. Et vous pouvez le voir derrière nous, c'est un environnement qui ne pardonne pas que vous soyez au sol ou que vous soyez au vol dans l'avion. Il y a vraiment un point sur lequel je voudrais insister, et on l'a vu lors de l'étude du crash d'Air Algérie en 2003, c'est que votre expérience, vos heures de vol, vos diplômes ne vous protègent pas dans l'aviation. Au contraire, ils peuvent vous amener à un petit peu moins respecter le milieu dans lequel on est, un petit peu moins mettre l'engagement nécessaire dans la préparation et dans le respect du vol. Et donc c'est vraiment un rappel à l'humilité, un rappel aux bases. Vous faites un vol dans un environnement tendu, vous jouez avec les limites, vous mettez le niveau d'engagement au maximum, vous vous assurez d'avoir l'entraînement préalable avant de faire ce vol. Et surtout, 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 n'oubliez jamais que la montagne grimpera toujours beaucoup plus vite que votre avion. Fly safe.
J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que MyHeritage vous propose 2 semaines offertes. C'est juste en dessous avec le lien. Testez le concept, travaillez sur votre arbre, parlez-en à votre famille. C'est gratuit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.